Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé les intempéries et les perturbations de transport, que vous veniez en voiture, en train, en avion aussi. Je pense qu'on a tous été concernés, en tout cas ceux qui viennent de loin ce matin. Et on va entrer dans le vif du sujet des grands événements qui mobilisent des foules, qui mobilisent des visiteurs et des délégations, avec l'aspect informatique derrière et continuité d'activité. Et justement, à Lille, d'ici moins de 500 jours maintenant, Lille va accueillir les yeux du monde tournés vers la France et vers Lille, avec des épreuves notamment de basketball et de handball, ici, pas très loin, au stade Pierre-Mauroy. Et pour que ces événements collectifs soient un succès, il conviendra que l'ensemble des services essentiels concourent ensemble à faire de cet événement un succès, donc aussi bien le transport, mais aussi la billetterie, les panneaux d'affichage, la signalétique pour orienter les visiteurs et les délégations, l'éclairage, l'énergie, l'informatique étant aussi maintenant jugée comme un service essentiel. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène mon collègue Eric Antibi. Bonjour à tous. Et Antoine Ancel. Bonjour à tous. Donc Eric, tu peux te présenter en 2 mots? Merci Raphaël. Alors, Eric Antibi, je suis directeur technique de Palo Alto Networks pour la France, donc en charge des équipes d'experts sécurité avant-vente et porte-parole sur la partie technologique et roadmap. Et Antoine? Directeur cybersécurité opérationnelle au groupe SNCF. Je m'amuse à traiter un certain nombre, enfin surtout mes équipes, à traiter un certain nombre d'incidents, d'organiser, de préparer effectivement ces périodes tendues des grands événements dont on va parler maintenant. Merci d'être présent. Nous allons voir ensemble pendant cette petite demi-heure finalement 5 scénarios de réponse assez simples à des crises cyber, je dirais, avec les moyens du bord. Mais d'abord, pour commencer l'introduction, on verra qu'on n'est pas en avance, je veux dire collectivement, par rapport à l'adoption de référentiels de réglementation adaptés à la gestion des écosystèmes, puisque les événements sportifs vont arriver finalement avant les dates butoirs d'adoption de ces référentiels. Et je pense qu'on doit tous mettre un coup d'accélérateur pour traiter les angles morts. Alors les angles morts qui ont été identifiés ces dernières années par le régulateur européen, là j'affiche sur la droite les points d'attention finalement qui ont fait l'objet d'évolutions réglementaires récentes, sont orientés autour de la gestion des incidents et la remontée des incidents auprès du ou des régulateurs, ce qui pose des questions de coordination. Donc c'est la directive NIS 2, révision numéro 2, qui d'ailleurs augmente le périmètre des entités qui sont concernées par la directive entre la version 1 et la version 2. Les entités dites essentielles sont plus nombreuses, et les entités dites importantes, eh bien c'est une nouveauté dans la réglementation. C'est finalement le constat par le régulateur qu'il y a un angle mort en matière de gestion des fournisseurs. On va beaucoup parler de gestion des fournisseurs et de sélection des fournisseurs. Et justement, Antoine, en tant qu'opérateur de services essentiels, le service ne peut pas être rendu tout seul, vous dépendez d'un écosystème autour de vous. Comment vous intégrez la cyber dans ce sujet? Ouais, globalement, déjà, l'ensemble du volet de la réglementation c'est un levier, c'est pas une finalité en soi. On n'est pas dans un cadre de conformité, on est dans un cadre de responsabilité. Et c'est bien à nous, tout un chacun, de pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires et suffisants pour pouvoir être cyber-résilient d'une façon générale. Les grands événements dont on parlait tout à l'heure, qu'ils soient Coupe du Monde, qu'ils soient, Coupe du Monde quelle qu'elle soit, hein, rugby ou JO, ce sont des facteurs multiplicateurs qui vont augmenter la charge et l'importance et vont largement éprouver notre cyber-résilience. Mais dans tous les cas de figure, il faut être cyber-résilient pour nous et pour effectivement nos partenaires. Alors merci. Effectivement, le troisième point d'attention du régulateur, c'est de considérer l'activité prise dans son ensemble, y compris avec son écosystème et sa chaîne de fournisseurs, et finalement être capable de servir les missions de l'entreprise ou de l'organisation publique, même face à des perturbations de son système d'information. C'est ce qu'on retrouve dans la prévention contre les ransomware, mais au sens métier, c'est-à-dire ne pas arrêter l'activité, mais aussi en matière de sélection de fournisseurs. Un sujet intéressant, c'est l'arrivée, même si on n'a pas encore de date butoir, du Cyber Resilience Act qui va imposer toute entité qui fournit des produits numériques sur le marché européen, plusieurs choses, mais notamment fournir la liste d'ingrédients, la Software Bill of Materials.
Donc Antoine, toi, ta chaîne de fournisseurs, tu vas la traiter comment par rapport à ça? La chaîne de fournisseurs, pour nous, est absolument essentielle, puisque autant nous, effectivement, on a déployé un certain nombre de mécanismes de protection, de détection, une organisation pour réagir, mais on est toujours dépendant à un moment ou à un autre d'un prestataire, d'un fournisseur qui se doit d'être aussi lui-même cyber-résilient. Donc ça va sur... bon, ça dépend aussi de la taille des fournisseurs. Mais ça va de l'accompagnement de ces fournisseurs à bien aborder le sujet, nous faire du contrôle de conformité sur les mesures prises en compte, mais il faut qu'on arrive à maîtriser la chaîne de bout en bout de par la multiplicité de nos fournisseurs, d'autant plus que la plupart des attaques aujourd'hui sont à 3 bandes. C'est bien le fournisseur qui se fait avoir et qui rebondit chez nous. Donc il est absolument indispensable que l'on mette ces fournisseurs sous incitation, pour ne pas dire contrôle. Les attaques à 3 bandes. On parle beaucoup d'attaques par supply chain, mais aussi effectivement on voit aujourd'hui des entreprises qui ont pignon sur rue et qui doivent s'expliquer par rapport à du chantage au vol de données clients par exemple, alors que ces entreprises ne sont pas directement responsables de la compromission, puisque finalement la fuite de données sera passée par un fournisseur. Et cette maîtrise de l'écosystème est effectivement un enjeu qui a été pointé par les régulateurs. Et on retrouve notamment dans le domaine financier, qui est un petit peu en avance, je pense, sur la vision très large de l'inclusion du risque cyber dans la résilience de l'activité opérationnelle de l'entreprise et du système financier. Alors on va parler un peu plus concret, parce qu'on voit qu'on est chaque acteur, finalement petit ou grand, entité essentielle ou importante, ou même sous-traitant qui n'est pas concerné par NIS2, chaque acteur a sa part de responsabilité dans l'écosystème. Et moi j'ai la conviction, c'est pour ça qu'on va en parler avec Eric, j'ai la conviction qu'on peut très souvent, je ne vais pas dire partout, c'est pas de la magie non plus, mais très souvent, réaliser des gestes assez simples avec les moyens du bord, les moyens informatiques du bord, pour répondre à des scénarios de crise simples, je dirais des crises qui débordent, des attaques à 3 bandes, des crises pour lesquelles on n'est pas forcément l'entité qui est la plus ciblée, mais on va passer par nous, par l'entité, on va dire, intermédiaire, pour faire du mal à quelqu'un de plus gros et de plus exposé sur la place publique. Alors on va y aller crescendo. D'abord le premier scénario. Alors tous ces scénarios, je les ai moi-même vécus personnellement. Je pense qu'Antoine aussi pour la plupart, dans nos différentes fonctions aujourd'hui ou avant. Le premier scénario, pour y aller crescendo, ça va être la primo-compromission du poste de travail. Est-ce qu'il faut tout couper? Est-ce qu'il y a des solutions de réponse quand on a 1 ou 2 postes de travail dont on a vu qu'il y a une compromission? Je dirais, moi-même pour l'avoir vécu dans mes postes précédents, la première question que se posera le directeur général ou le DSI, mais surtout le directeur général, c'est quel est l'impact métier? Quel est le périmètre de l'activité métier qui est concerné par cette intrusion? Est-ce que je peux continuer à fonctionner? Est-ce que je peux continuer mon activité métier? Et à quelles conditions? Donc la première question qui est posée, c'est identifier le périmètre qui est touché par la compromission, et dans ce périmètre, il y aura des zones grises. Des zones dont on ne sait pas si elles sont compromises ou pas. On va identifier très rapidement ce qui est compromis, ce qui est sain, on va essayer de sanctuariser ce qui est sain, et puis il y aura toute une zone grise au milieu dont il conviendra de réduire l'incertitude progressivement pour pouvoir permettre à l'activité de redémarrer le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles, en déterminant si l'informatique elle a encore de confiance ou pas. Là, on va aboutir à des réponses techniques, on va isoler des malwares, on va chercher à identifier des marqueurs et à vérifier si ces marqueurs sont présents dans le système d'information pour réduire cette incertitude et donc raccourcir la période de perturbation sur l'activité opérationnelle de l'entreprise pour le compte de ses clients ou pour le compte des missions essentielles. Et à la fin, en termes de retour d'expérience, on améliorera la résilience de l'entreprise, pas tant au sens des systèmes d'information, mais au sens de comment est-ce que l'activité reste, je dirais, à un niveau acceptable pour les clients ou pour les autorités, même face à une perturbation informatique. Alors, Eric, qu'on soit client Palo Alto Networks ou pas, comment est-ce que Palo Alto Networks peut apporter ce scénario de réponse simple à des entités petites ou grandes qui se trouvent dans cette situation? Donc effectivement, tu as raison d'insister, c'est que l'on soit client Palo Alto Networks ou non. Alors, on a décidé de présenter l'ensemble de ces scénarios sous l'angle préparation aux grands événements, notamment sportifs, la Coupe du Monde de rugby, les JO. Donc on commence par présenter un service, c'est un travail d'équipe en fait, puisque c'est un service qui est disponible chez la plupart de nos partenaires majeurs qui ont passé les certifications qui vont bien. Donc l'ancien nom, alors vous le dites pas à l'accord, que je préférais, que c'est Cortex 911, mais on a renommé ça donc Threat Response Proficiency.
Et ce service, en gros, c'est que quand vous allez vous adresser à un de ces partenaires en question, en cas de compromission et le scénario que Raphaël vient de décrire, il y a tout un process qui est en place qui va permettre très rapidement, donc là on a une timeline en termes de SLA qui va permettre effectivement en 5 minutes d'avoir accès à des experts, en moins de 30 minutes pouvoir avoir la technologie Cortex qui va être déployée à la fois sur l'ensemble des serveurs, des postes, et puis un tenant qui va être provisionné dans le cloud. L'idée étant, comme est décrit dans le slide précédent par Raphaël, de pouvoir au plus vite comprendre quelle est la cause de la compromission, récupérer de la télémétrie, faire de l'analyse, de l'audit, et puis derrière, évidemment, on rentre dans le process d'incidental response avec, une fois de plus, main dans la main entre Palo Alto Networks, le client et le partenaire. Voilà en quelques mots. Et donc, c'est bien disponible qu'on ait de la technologie Palo Alto Networks ou non. La technologie fait-elle tout, Antoine ? La technologie, elle est loin de faire tout, hein, parce que mine de rien, la techno, sans les bons hommes qui vont derrière, ça sert à rien. Bon. Nous apportons avec nos partenaires déjà une réponse en matière de réactivité, mais vu de l'intérieur de l'entreprise, dans ton situation, il y a aussi des compléments à faire. Il y a des compléments à faire, y compris sur les équipes internes, sur le dialogue que l'on a avec les différentes directions métiers, de manière à ce qu'ils prennent conscience que on est susceptible de, le cas échéant, isoler une partie du SI pour telle ou telle raison. Il faut dialoguer avec le métier, mais de façon intelligible, en français, pas en technique. XDR, ça ne leur parle pas, XOR non plus. Donc il faut réussir à traduire. Il faut aussi, pour les grands événements, on va en remettre une petite couche, pour les grands événements, organiser les permanences, surtout quand ça se déroule l'été, qui est une période estivale où les gens prennent leur congé. Il faut réussir à garantir une continuité de service. Il faut organiser tous les process de gestion de dépôt de plainte pour avoir le support des corps d'État. C'est loin d'être une seule réponse technique. C'est un travail d'équipe, pour l'avoir moi-même vécu il y a quelques années, face à une prise de décision qui consiste à sacrifier ou pas un système d'information de métier. Si on n'a pas les procédures d'astreinte et décisionnelles alors qu'on est en pleine vacances scolaires, effectivement, on peut perdre beaucoup de temps. Merci pour ce témoignage. D'autres scénarios que j'ai regroupés, le 2 et le 3, je pense qu'on l'a... Enfin, moi je l'ai vécu, je ne sais pas si vous l'avez vécu, le déni de service sur l'accès principal de son data center. Alors ça peut être soit une saturation de la bande passante par le réseau, et malheureusement... Tout à l'heure, Antoine, tu disais se préparer à ces attaques à 3 bandes, cette multitude d'attaques. On voit déjà apparaître aujourd'hui des prémices de ces attaques, plus que des prémices, avec des dénis de service dans la presse, sur le site web de l'Assemblée nationale, il y a quelques semaines sur Aéroport de Paris. Je dirais c'est pas de la compromission grave, mais en termes d'image, à l'approche des JO, ça interpelle quand même. Et donc, comment assurer la continuité d'activité, comment rassurer le régulateur et la clientèle qu'on sera capable d'assurer les services, les missions essentielles, même si le data center n'est plus joignable. Alors, ça peut être soit pour des problèmes de réseau, de saturation, ça peut être pour des problèmes de sinistres physiques, incendie, inondation. Et on se retrouve à devoir déporter une force de travail, une workload, vers des solutions alternatives type PCA. Donc je vais passer la parole à Antoine encore pour que tu nous expliques un peu, parce qu'il y a 3 ans, vous aviez déjà commencé ce projet de déporter finalement les charges de travail en dehors du réseau corporate traditionnel, juste avant que le Covid arrive. Effectivement, on avait pris cette orientation il y a même un peu plus de 4 ans, d'aller vers une solution VPN, mais dans le cloud, de manière à pouvoir simplifier nos architectures, nos infrastructures. Donc effectivement, quand le premier confinement est arrivé, on était relativement dans une bonne situation globalement, puisqu'on a ouvert immédiatement Prisma Access, et ça a fluidifié et réglé un certain nombre de difficultés. Vous êtes un des précurseurs en France, en tout cas à cette échelle. Eric, peut-être tu peux nous préciser techniquement quelle est la solution apportée. Effectivement, donc je ne vais pas commenter chaque brique, mais l'idée ici, en fait, c'est qu'on a mis un focus sur un cas d'usage tout à fait possible, d'avoir finalement ce Prisma Access, c'est-à-dire les services de sécurité déportés dans le cloud au niveau réseau, pour tout un ensemble de cas d'usage qu'on voit ici. C'est valable pour le VPN, comme pour l'accès aux applications SaaS, comme la partie proxy, etc., etc.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des projets de transformation SASI qui sont menés avec cette solution, mais que dans le cas effectivement de compromission de son réseau, de réseau inopérant, on peut tout à fait l'utiliser tout simplement comme un plan de continuité d'activité, comme la SNCF a pu le faire dans le cas particulier du confinement soudain. Si je peux me permettre, tu as dit le gros mot SASI, on ne parlait pas de SASI à l'époque. La semaine dernière, j'étais avec un groupe de RSSI qui m'ont sorti une définition sans acronyme. Je vous cite, maintenir le niveau de sécurité dans le déport vers le nomadisme et le cloud. Exactement, c'est exactement ça, et ça confirme le terme précurseur que tu as employé tout à l'heure pour Antoine, puisqu'à l'époque, personne ne parlait de SASI, mais le projet était déjà déployé, ouais, tout à fait. Donc le scénario sur le schéma, c'est quand l'accès au data center, pour quelque raison que ce soit, n'est plus possible, c'est maintenir l'activité à un niveau jugé acceptable pour les collaborateurs ou les agents publics. C'est exactement ça. Et donc, si on prend plus précisément le cas de l'accès Internet et de la partie proxy, filtrage URL, on a effectivement à minima cette possibilité, puisqu'on est par définition dans un cas comme ça, dans un mode de continuité d'activité. Donc, éventuellement, on peut faire, entre guillemets, à l'ancienne, mettre des whitelists sur ces listes d'URL, etc. Ou même directement avec cette solution dans le cloud, aller plus loin et utiliser les dernières technologies de détection très avancée des sites web malveillants, etc. avec ce qu'on appelle Advanced URL. Enfin, je passe la technique dans le détail, mais utiliser en tout cas du machine learning dans le cloud pour aller encore plus loin. Et dans tous les cas, voilà, peut-être on peut avoir cette continuité sur la partie filtrage URL. Alors je sais pas vous, mais moi je suis toujours un peu perturbé quand des décisions d'informaticiens, sans vouloir opposer sécurité informatique, quand des décisions d'informaticiens, par précaution, conduisent à tout couper dès qu'il y a une suspicion avérée même d'attaque. Et peut-être qu'effectivement, en prépositionnant des accès en liste blanche, c'est pas terrible les listes blanches, les utilisateurs râlent, mais peut-être qu'on peut arriver à maintenir un certain niveau d'activité, pas confortable certes, mais en déportant ces accès, quelle que soit d'ailleurs la façon dont on se connecte à son poste de travail, un nomadisme ou pas, on peut peut-être maintenir une certaine forme d'activité essentielle. Antoine, ton point de vue, est-ce que en matière de surincident, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le surincident en situation de crise? Il est clair que de toute façon, il n'y a pas de logique à essayer de tout couper. Puisque avec le move to cloud, avec l'ouverture effectivement de la mobilité qui est quand même poussée largement à l'usage des utilisateurs, à faire en sorte que nos utilisateurs puissent avoir le même mode de fonctionnement, le même niveau comportemental, qu'ils soient chez eux, à l'hôtel, pas dans leur voiture, ils n'ont pas le droit, sur les voies ou même dans un train, et bien sûr en emprise SNCF, il faut réussir à harmoniser, simplifier, unifier le mode de fonctionnement du SI pour chacun des utilisateurs. Conclusion, on va vraiment vers l'Internet d'entreprise. Et donc, le mode de réaction de dire « je coupe tout », la question est de savoir « je coupe quoi ?» Et donc de bien se mettre en situation de pouvoir compartimenter de manière intelligente et orienter métier ces différents éléments d'infrastructure pour pouvoir dire je coupe ce qui est infecté, mais surtout je laisse tourner le reste. Sinon, tout couper n'a pas de sens. Donc d'un réseau corporate, comme on disait au début, vers un Internet d'entreprise pour pouvoir assurer un certain nombre de flux de communication essentiels à l'activité de l'entreprise ou du service public. Merci Antoine. C'est un concept effectivement que vous avez développé, l'Internet d'entreprise. Et justement, de plus en plus de publications nous parlent d'attaques dans du cloud public. Alors c'est pas parce que le cloud public est plus vulnérable intrinsèquement que le on-premise, c'est simplement parce qu'il y a de plus en plus de workload, de charges de travail dans le cloud public que dans le on-premise. En tout cas, c'est ce que nous voyons avec notre empreinte chez nos clients dans le monde. 2022 est l'année au cours de laquelle plus de la moitié des workloads sont passés du on-premise dans le cloud public sur les hyperscalers, qu'on parle de IaaS ou de SaaS d'ailleurs. Et d'ailleurs, je dirais, en matière d'attaque, ce shift vers le cloud public change aussi la cinématique, change aussi
la façon de faire des attaquants. Vous pourrez retrouver ces études-là dans le rapport State of Cloud Native Security que nous avons publié au début de l'année 2023, et le schéma assez classique qui est en bas, qui est le scénario maintenant assez standard des attaquants dans le cloud public, spécifique au cloud public, dans le Cloud Threat Report de Unit 42, volume 6, sur notre site. Alors c'est quoi ce scénario? Avant, l'attaquant, moi j'ai fait du test d'intrusion dans mon début de carrière, on travaillait sur les adresses IP comme clé d'énumération des ressources. Et je scannais les adresses IP et je cherchais à rentrer par les adresses IP. L'attaquant, dans le cloud public, il ne travaille pas sur les IP, il travaille sur les identités. Il va chercher à compromettre un credential, donc une clé d'API, un mot de passe, et c'est ce qui s'est passé notamment avec les exploitations sur la faille Log4j il y a à peu près 18 mois, de mémoire, à peu près. C'était l'exfiltration de tokens API pour accéder à des ressources cloud publiques sur les hyperscalers. Et une fois qu'on a cette clé d'accès, l'attaquant va énumérer toutes les ressources et voir s'il peut rentrer sur la ressource en lecture ou parfois en écriture. Et donc après compromettre un système d'information, par exemple, s'il tombe sur une clé d'API qui lui donne une identité dans laquelle une des actions possibles, c'est de créer des nouveaux comptes, ou de créer des nouveaux tenants, ou de créer des nouveaux projets cloud. Et vérifier ces permissions qui sont affectées à chaque identité du cloud, aujourd'hui, c'est vraiment une gageure, puisqu'on a des milliers de permissions que nous proposent les cloud providers. Voilà, donc effectivement, Raphaël, ce qu'on voit ici, hein, et donc je reprends tout à fait ce que tu as dit, le cloud public n'est pas plus dangereux ou plus vulnérable, il n'y a pas ce genre de concept à avoir à l'esprit. En revanche, avec l'accélération de l'adoption du cloud d'une part, avec la plupart des grandes entreprises qui sont multi-cloud, etc., ce qu'on voit ici, et c'est aussi la suite d'ailleurs de ce qu'on avait dans ce rapport dont tu parlais, hein, c'est que par défaut, je dirais, si on n'est pas attentif, si on ne manage pas cette accélération et cette adoption du cloud public et des déploiements, du provisionnement de nouveaux assets dans les différents clouds, ce qu'on voit ici, en fait, c'est la différence en termes de surface d'attaque et de permissions entre guillemets ouvertes par défaut entre un asset qui est donc provisionné avec des permissions par défaut sur, alors on a mis AWS, Azure, mais c'est valable pour tout cloud provider, versus quand c'est effectivement le client ou un outil qui permet de bien gérer les choses et de faire attention à ce qu'on veut vraiment laisser comme porte ouverte ou permission, je sais pas moi, sur des assets comme du stockage S3 ou autre. Et donc ça met en relief le fait que tout simplement, si c'est pas géré, si c'est pas pris en compte l'aspect sécurité dès le départ, tout simplement on élargit énormément sa surface d'attaque. Parlons concrètement quelques exemples de permissions et vous vous rendez compte que d'un cloud provider à l'autre, faire la réconciliation, bon courage. Ça, c'est le deuxième angle. Hein. Je vais parler de l'accélération, multi-cloud. Et bien entendu, qui dit multi-cloud, c'est qu'en plus, si on est multi-cloud, il y a plusieurs façons de gérer ces permissions et de devoir gérer cette explosion, entre guillemets, des risques et cette extension de la surface d'attaque. Donc, on se rend bien compte que c'est pas simple si on réfléchit pas en amont à quelle méthode je vais avoir pour avoir quelque chose peut-être d'un peu plus consistant, mais on va y venir dans les méthodes tout à l'heure. Concrètement, il faut de l'outillage pour gérer cette couche d'abstraction entre les différents cloud providers et puis ce que signifie pour vous finalement en tant qu'entreprise telle ou telle permission sur des identités cloud. Et puis il faut du service pour utiliser, parce que la technologie ne fait pas tout, du service pour utiliser cet outil. Donc l'outil c'est Prisma Cloud qui permet de récupérer et de scanner les permissions qui sont accordées, il fait d'autres choses aussi. Et derrière, on va avoir du service, donc des humains, soit par tes partenaires, soit Unit 42, qui vont accompagner en situation de breach, en situation de « je comprends pas, il y a une ressource qui a été accédée, il y a une ressource qui a fuité, je comprends pas, il y a un utilisateur qui a créé d'autres utilisateurs, il n'aurait pas dû, d'où ça vient ?» Et la ressource, c'est être bien accompagné. Donc notre unité de service en réponse à incident, c'est Unit 42, qui permet de décharger de la charge de travail une entité qui n'a pas les ressources à un instant donné pour faire face à un pic d'activité en matière d'investigation, de recueil des preuves techniques, avec des protocoles qui garantissent l'intégrité des preuves techniques devant la justice pour faire des dépôts de plainte, et pour aider à piloter la crise en matière de communication, d'un avis extérieur et d'anticipation des intentions de l'attaquant. D'ailleurs, je vais prendre un peu un retour d'expérience de Unit 42 pendant la Coupe du Monde. Tu disais une Coupe du Monde n'importe laquelle, celle du Qatar il y a un an. Unit 42 était
embarqué dans le centre opérationnel de sécurité de la Coupe du Monde au Qatar, et on a vu pas forcément des attaques extrêmement expertes, mais on a vu beaucoup d'attaques en volume qui ont profité de 3 choses. D'abord, elles ont recherché à capter de l'argent en faisant de la fraude sur des points de vente, par exemple. Elles ont profité de l'exposition médiatique liée à ces grands événements avec des acteurs qui ont une motivation politique. Et puis, elles ont profité d'une affluence extraordinaire, et on aura la même chose chez nous dans quelques mois, en matière de visiteurs et de délégations étrangères. Donc, en matière de fraude, c'est des attaques finalement assez simples, hein, de clonage de sites institutionnels, d'attaques sur des terminaux de vente en ligne. Et puis, on a même vu au Qatar des attaques sur les infrastructures de communication mobile, ce qui est un peu plus inquiétant pour détourner le trafic, hein. Simplement, le but, il est crapuleux, là. On a aussi vu du sabotage sur des sites critiques, avec aussi de l'intrusion physique sur des sites critiques, des tentatives d'intrusion physique, sans oublier que tout ce qu'on appelle déni de service, c'est plus de l'activisme, va parfois aussi avoir une motivation à faire du bruit et à cacher une attaque un peu plus sérieuse en matière de sabotage. Et parlant des dénis de service et des défigurations, on est vraiment là dans de l'atteinte à l'image de marque, dans de la revendication politique, de l'activisme cyber. On risque de voir apparaître aussi du ciblage particulier sur les données personnelles de personnalités politiques, personnalités publiques liées à tel ou tel pays. Ça, c'est ce qu'on a commencé à voir au Qatar, et on s'attend à voir la même chose en France. Et donc, je reviens sur l'idée des attaques à 3 bandes. On peut tous être concernés, entreprises petites, grandes, fournisseurs, organismes publics, par des attaques à 3 bandes qui visent finalement à porter atteinte à l'image de marque d'une grande structure, mais pas forcément de la victime directe de l'attaque. Bon, pour accompagner, on a une méthode avec Unit 42. Voilà, donc effectivement, si je reviens finalement aux 2 derniers scénarios exposés, hein, la partie exposition, surface d'attaque sur le cloud public, et plus généralement le scénario exposé par Raphaël, on a la possibilité effectivement avec le service Unit 42 d'avoir un accompagnement, voire même un accompagnement proactif. Hein, on n'est pas, vous en doutez, on n'est pas obligé d'attendre que la breach ait lieu ou que l'attaque ou qu'on soit sous attaque. Et il va y avoir une méthodologie extrêmement précise qui va être suivie. La possibilité de démarrer des investigations en quelques minutes, identifier les causes, fournir un rapport à la fois technique et juridique, hein, puisqu'il y a aussi cet aspect à un moment donné qui entre en ligne de compte, hein. Il n'y a pas que l'aspect technique, on en parlait pour l'humain qui est très important. Et finalement, si je devais dire ça en 3 phases, pour faire l'analogie avec les technologies, finalement, et on en parle parfois avec des sociétés de cyberassurance d'ailleurs, on a 3 niveaux d'audit de la situation qui sont possibles. Il y a un niveau avec la partie Cortex, c'est analyse de la surface d'attaque, ça s'appelle Expense, mais quel que soit le nom de la technologie, ce qui est intéressant ici, c'est quelle analyse je peux faire de l'exposition de mon entreprise vue de l'extérieur. Le deuxième niveau, c'est la partie cloud public dont on a parlé, hein, donc c'est avec Prisma Cloud, être capable d'avoir un audit précis, quelles sont les permissions ouvertes en multi-cloud, etc., de façon consistante. Et puis le troisième niveau, c'est être possiblement d'installer carrément des agences, aussi sur des postes ou des serveurs, et récupérer la télémétrie. Donc là, on voit la méthode plus détaillée, on définit le périmètre, évidemment, on est là pour comprendre l'incident, contenir, fournir un rapport, j'ai parlé tout à l'heure d'aspect légal et technique, et puis évidemment, vous vous en doutez, l'idée derrière, c'est de pas s'arrêter là et attendre qu'il y ait une autre attaque, mais bien sûr, après, travailler ensemble à l'augmentation, l'amélioration de la posture de sécurité. Voilà en quelques mots la méthode. En tout cas, il faut être humble, on n'a pas tous les moyens d'avoir une panoplie d'outils les plus ultra modernes en matière de cybersécurité, qu'on soit client ou pas des outils Palo Alto Networks, on a vu qu'il y a quand même des moyens du bord qui permettent de répondre et de combiner ça. Mais Antoine, pour conclure, et la dernière question que je te poserai, hein, c'est très bien d'avoir des plans, des outils, des procédures, et j'en suis persuadé parce que je pense que ça entraîne les équipes et que ça les habitue à travailler ensemble. Mais comment est-ce qu'on rend tout ce panel d'outils actionnables de manière opérationnelle à ton niveau de directeur cybersécurité opérationnelle? La question est intéressante. Parce qu'effectivement, ça reste un grand challenge. On a une collection d'individus, on a une collection d'outils. Il faut réussir à avoir une vision consolidée de l'ensemble de nos infrastructures. Il faut quasiment qu'en temps réel, on puisse savoir quelle est la zone éventuellement infectée, qu'on puisse la confiner, que l'on puisse s'assurer qu'elle ne se soit pas latéralisée et propagée par ailleurs. On a toute une collection d'outils
Bon, c'est vrai que SNCF a quand même fait de gros efforts en investissement sur le volet cybersécurité ces dernières années, mais ça veut dire aussi une collection d'outils, ça veut dire aussi un accroissement de la complexité, avoir des ressources, qu'elles soient de partenaires ou qu'elles soient internes, pour manipuler l'ensemble de ces technologies, avoir une vision claire de qu'est-ce que l'on peut faire dans telle ou telle situation, ça devient extrêmement complexe. Je pense que c'est le challenge pour après, on n'aura pas le temps de l'évoquer, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine session, la consolidation, la complexité des outils et des services en sécurité. Merci beaucoup Antoine pour tes témoignages et Eric pour tes présentations. Nous pouvons prendre des questions. Alors, est-ce qu'on a un hôte ou une hôtesse dans le noir, caché, dans l'ombre? On n'a pas. Bon. Si je vois quelqu'un qui se lève là-haut. Ouais, je vois qu'il y a une question. En tout cas, merci pour votre attention. Ah, il y a une question. Oui, il y a une question. Et je remercie parce que je vois 2 ou 3 personnes qui vont à leur prochain rendez-vous. Bon. Écoutez, allez-y, je vais la répéter au micro. Allez. Bonjour, est-ce que les entreprises sont certifiées CMMI version 2.0 en anglais? CMMI, je pense que dans la salle, levez la main ceux qui connaissent. Ah, c'est un peu plus que l'année dernière, on est à 5%. CMMI, c'est un référentiel qui vient du Department of Defense américain et qui s'applique, très intéressant d'ailleurs pour tous les sujets de supply chain, et qui s'applique en cascade aux différents échelons de sous-traitance. Ça commence à arriver chez les clients, chez mes clients défense en France, parce qu'ils travaillent à l'international. C'est un référentiel qui est assez lourd à imposer, mais qui aujourd'hui se limite au monde de la défense et de ses sous-traitants. Et ITIL? ITIL, c'est de la prod. Il faut que ça marche. C'est plutôt dans le domaine des sociétés de services qu'on va trouver de l'ITIL, ou alors des GIE ou on va dire des DSI internes qui fournissent des services à des groupes. Effectivement, oui. Les deux se rejoignent d'ailleurs, puisqu'il y a un chapitre sécurité, comme vous le savez, dans ITIL. Peut-être que vous voulez compléter, Antoine, Eric. Les deux sont complémentaires. On ne fait pas de la sécurité à côté de la prod. Donc il faut travailler main dans la main avec les équipes de prod et il faut qu'on se rejoigne sur nos process. Je n'imagine pas 30 secondes que l'on puisse étudier la possibilité de confiner une partie du SI pour n'importe quelle raison, sans travailler avec les équipes de prod, sans s'intégrer dans le change management et le reste. C'est une action collective et concertée. Troisième question éventuellement. Une autre question. N'hésitez pas, ne soyez pas... Bon, si vous voulez une troisième question. De toute façon, je pense que... Pardon. Enseignement, se préparer, eh bien, les plans, c'est important, mais ça ne fait pas tout. La vision de la consolidée, cohérente de l'ensemble de vos capacités, je pense qu'elle est essentielle. Aujourd'hui, est-ce que dans votre entreprise ou administration publique, vous avez un responsable cybersécurité, on va dire un peu opérationnel, qui connaît les outils qu'il peut actionner sur les différents types de scénarios? Voilà. Reprenez les 5 scénarios qu'on a vus et posez la question, je pense que c'est un bon point de départ. En tout cas, nous vous remercions, Eric, Antoine et moi-même, pour votre attention et être venus malgré les difficultés de transport. Et nous vous souhaitons un très bon salon FIC 2023.